Donc, je vais vous présenter effectivement, comme vous l'avez dit, une enquête un petit peu particulière. Alors déjà, je commence par me présenter puisque effectivement, alors c'est la première fois que je viens dans cet endroit qui est absolument magnifique. Moi, je suis donc de la Société chimique de France, donc le groupe Histoire de la chimie, et j'appartiens également à une autre société qui s'appelle la Société française Histoire de la chimie. Donc ça, c'est une société loi 1901 qui a été créée donc l'année dernière. C'est une séparation pour des raisons, on va dire, d'organisation de la SCF, et donc on travaille au sein de ces deux associations avec une philosophie qui est un petit peu différente. La SFHC, c'est essentiellement donc des universitaires qui travaillent dans cette association, et le groupe Histoire de la chimie, on est plutôt relié à la division enseignement et formation. Et vous allez voir donc justement dans quelle optique je vais présenter cette présentation sur Pasteur. Alors Pasteur, on a tout dit sur le scientifique. On a vu cet aspect qui était aussi très intéressant sur donc l'aspect cinématographique. Donc Pasteur Chimie, ça a été présenté tout à l'heure par Olivier Daffon. Donc je vais être très rapide là-dessus. Et ce qui m'intéresse effectivement, ce sont, comme ça a été dit, les travaux sur les tartrates. Donc, l'histoire a été résumée tout à l'heure et racontée tout à l'heure. En fait, c'est une très, très jolie histoire, puisque l'observation que Pasteur a faite de ces cristaux, l'observation très fine, donc, a amené à déboucher en quelques décennies, voire presque un siècle, sur l'élaboration donc du concept de stéréochimie, concept de chiralité. Et si on voulait remonter un peu plus loin dans le temps, en fait, il aurait fallu remonter également 150 ans avant Pasteur, puisque la première fois, on fait le lien entre la structure cristalline et l'empilement en fait de petits éléments sphériques qui seront plus tard des atomes ou des systèmes cubiques, des systèmes cristallins. Ça remontait à Huygens. Donc l'historique, voilà, je vais pas du tout en parler. Les mots-clés, en fait, et les principales personnes qui figurent sur ce slide ont été citées tout à l'heure. Et en fait, justement, je travaille dans l'enseignement, et ce qui m'intéressait, c'était ce qu'on raconte de Pasteur dans l'enseignement, et notamment cette histoire qu'a raconté Olivier Lafont tout à l'heure, cette belle histoire où Pasteur découvre, observe, et on aboutit à donc ces formes de formes énantiomorphes de l'acide paratartrique, l'acide tartrique. C'est une histoire contée, et je me suis dit, bien, moi avec quelques collègues, eh ben, pourquoi ne referait-on pas l'expérience? Donc, cette expérience, elle est mythique, elle est de 1848. Et puis, donc, voilà, donc on est parti dans cette démarche-là. Donc, forcément, comme tout scientifique qui se respecte, on commence par faire la bibliographie, et on tombe sur très peu de documents qui donnent des protocoles qui permettent de refaire cette expérience mythique. On finit par en trouver quand même quelques-uns. Et puis, en les parcourant, on s'aperçoit que cette synthèse semble extrêmement délicate, extrêmement fine. En se renseignant, donc dans notre entourage, on s'aperçoit que beaucoup de gens se sont lancés dans cette expérience, et quasiment personne n'a réussi à l'amener à son terme. Donc, quand on regarde dans les documents, notamment l'article de Kaufman du Journal of Chemical Education de 1975, il explique bien que dans les documents qu'on peut trouver, il y a peu d'informations. Donc, là, l'idée a été de consulter en fait les cahiers de laboratoire de Pasteur. Donc, c'est là où ça intervient. Donc, plutôt que de travailler sur des protocoles, sachant que ces protocoles ne donnent pas beaucoup d'informations fines et délicates pour obtenir ces fameux cristaux et observer en fait cette énantiomorphisme, cette chiralité, cette structure asymétrique, eh bien, autant revenir à la source. Et donc, voilà, évidemment, on commence comme tout un chacun à faire des recherches sur Internet, à essayer de voir si on peut trouver des informations sur la synthèse donc des tartrates qu'a mis en place Pasteur. On se retrouve très vite sur Gallica. Sur Gallica, on est très content puisqu'on voit qu'il y a 132 cahiers et registres de laboratoire qui sont mentionnés, qui existent. On commence à les parcourir. On s'aperçoit que sur les 132, en fait, les deux qui nous intéressent, ce sont les deux du début de carrière de Pasteur, et les deux n'existent pas. Ils sont disparus, ils ne sont pas sur Gallica, ils ne sont pas à la BNF. Donc forcément, on continue l'enquête sur son ordinateur, et puis je tombe sur un article de Chemical Engineering News de 2018 qui raconte que, ben oui, ces cahiers de Pasteur, c'est les deux premiers, donc le 1847-1848,
ils existent et ils ont été retrouvés, ils ont vécu une aventure un petit peu extraordinaire. Donc cet article-là, c'est une journaliste qui l'a écrite, et le travail qu'elle cite, c'est deux universitaires américains, Joe Gall et Gregory Girolami, qui sont des chimistes et historiens amateurs d'histoire de la chimie, et ils racontent l'histoire. Et en fait, l'idée que j'ai eue, c'était essayer comme je suis à Paris, j'ai la chance d'être à Paris, aux États-Unis, donc de ramener l'enquête sur place, à Paris. Donc là, c'est quelques personnes que j'ai rencontrées, et je vais vous résumer un petit peu donc l'histoire de ces fameux cahiers de laboratoire. Et je vais citer ces personnes au fur et à mesure. Donc l'histoire commence en 1895. Ça a été rappelé, Pasteur décède, donc l'ensemble de sa collection, de ses ouvrages, de ses livres, sa bibliothèque et ses laboratoires sont transmis à sa femme Marie, qui s'en débarrasse très vite. C'est le gendre René Valéry Rado qui les récupère, il les utilise, il en revend certains à des collectionneurs d'autographes, il transmet ça à son fils, donc Louis Pasteur Valéry Rado, qui en 1945 décide de se débarrasser à la BNF de ce qu'il n'a pas réussi à vendre, parce qu'il a vendu beaucoup de choses donc à des libraires parisiens. Et donc, le fonds principal, donc les 132 cahiers de laboratoire dont je parlais tout à l'heure, se trouve à la BNF. Tous, sauf les deux fameux premiers cahiers de laboratoire. Donc, en 1945, c'est aussi le 50e anniversaire du décès de Pasteur. Il y a une cérémonie qui est organisée à Paris, et donc il y a un cristallographe anglais qui s'appelle John Bernal, qui est invité. En 45, c'est un peu difficile. Il ne vient pas en 45, il vient en 46. Il vient pour faire une conférence comme des cristallographes et l'historien de la chimie. Donc, il vient parler de Louis Pasteur à Paris. Et puis là, il est interrompu par un monsieur qui s'appelle Jean Viard, qui est un cristallographe de la Sorbonne, qui vient le voir et qui lui dit, vous savez, si ça vous intéresse, j'ai retrouvé dans mes placards de la Sorbonne, j'ai retrouvé 2 cahiers de laboratoire qui appartiennent à Louis Pasteur, et dedans, il y a la découverte de la séparation des deux acides tartriques. Donc évidemment, John Bernal n'a jamais entendu parler de ces documents, forcément, personne n'en a jamais entendu parler. Donc, Jean Viard les confie à Bernal. Bernal les étudie donc sur les documents originaux. Il travaille dessus, et puis ensuite, il va faire un livre où il va citer donc Jean Viard, et il va citer donc toutes les informations sources primaires qu'il a réussi à trouver dans ses cahiers de laboratoire. Donc, Jean Viard, c'est un cristallographe, c'est celui, donc on connaît un petit peu indirectement ce qu'il a fait. Là, il y a une photographie du musée de minéralogie de Jussieu, donc c'est lui qui est à l'origine de ça. Ce qui se passe justement, c'est qu'il est à la Sorbonne. En 1969, il y a le déménagement de la Sorbonne vers la fac de Jussieu, donc ça correspond à ça. Donc vous avez la tour de Jussieu qui est maintenant terminée et qui a même été refaite. Et puis vous avez les laboratoires. Donc j'ai pas de pointeur, mais on voit la cour de minéralogie qui est plutôt en haut à droite de la Sorbonne. Et donc il a fallu tout transférer. Donc à cette époque-là, Jean Viard a toujours ses cahiers de laboratoire. Il les a précieusement conservés. Et l'histoire que je vais vous raconter m'a été confiée par sa nièce. Et donc, il raconte que lors du déménagement, donc forcément, ça a été fait comme beaucoup de déménagements donc de grands instituts comme ça a été fait dans la précipitation. Et donc, lors de la finalisation, en fait, il se rend à la Sorbonne pour voir si tout a été correctement déménagé. Et il y a une grosse benne à ordures qui se trouve en plein milieu de la cour de minéralogie. Et puis, il jette un coup d'œil dedans. Et qu'est-ce qu'il voit dedans? Les cahiers de laboratoire de Pasteur. Ils avaient été balancés dedans parce que, voilà, ils avaient été perdus. Hein, ils avaient été retrouvés donc par Jean Viard par hasard à la Sorbonne. Et puis là, au moment du déménagement, ils ont été perdus. Donc, évidemment, donc, l'histoire qui m'a été racontée par quelqu'un de sa famille est confirmée par une autre personne. Donc, c'est que il a quitté son costume, il a mis son short, et puis il est allé dans la benne, et il a trouvé plein de merveilles. Donc, il a ramené plein de choses, donc, notamment les cahiers de laboratoire de Pasteur. Donc, l'affaire n'est pas terminée, puisque donc, Jean Viard part à la fac de Jussieu. On est en 69-70 dans ces eaux-là. Il partira en retraite en 73, et en 71, donc Seymour Moskopf, que j'ai contacté aussi, qui m'a raconté l'histoire, donc est intéressé. Il a lu le bouquin de John Bernal, donc il a envie de consulter les cahiers de laboratoire de Pasteur. Il sait que Jean Viard les possède, donc il contacte Jean Viard, et puis Jean Viard ne répond pas. Donc, deuxième courrier, à ce moment-là, Seymour Moskopf, qui lui est américain, réside à Londres. Il dit, voilà, je suis à Londres, je suis là encore pendant quelques mois, c'est l'occasion d'aller à Paris pour pouvoir les consulter. Deuxième courrier, pas de réponse. Troisième courrier,
Jean-Viard finit par répondre qu'il les a perdus. Donc, il était à ce moment-là à Jussieu, mais qu'il avait bien reçu les 2 premiers courriers, mais il a eu la chance de les retrouver d'ici là, enfin à ce moment-là, et il a fait donc des microfilms. Il envoie les microfilms donc à Seymour Moskov, qui permettra donc à ce grand historien américain, historien de la chimie, donc de faire ce magnifique article. Jean-Viard part à la retraite. Il part à la retraite avec les cahiers de laboratoire chez lui. Et il le remettra donc uniquement dans les années 90, en 1990, c'est-à-dire 2 ans avant de décéder, il les remettra officiellement à la BNF, ce qui fait que ces 2 cahiers de laboratoire, si on ne connaît pas leurs références, c'est-à-dire si on ne sait pas qu'ils font partie du fonds Viard, eh bien on ne peut pas les trouver. Ils font partie, donc ils seront à la BNF. Et quand donc la journaliste américaine et Djougal et Durlami donc ont fait leur article, donc ce n'était pas encore scanné, et depuis 2019, donc ça fait uniquement 3 ans, que donc ces 2 cahiers de laboratoire ont été scannés. Donc maintenant, ils sont disponibles. En fouillant bien, on les trouve. Donc j'ai fini par les trouver, les consulter. Donc là, par exemple, ici, là, ce qui est assez intéressant, c'est que quelqu'un s'est acharné. Il y a plusieurs pages qui ont été déchirées, rescotchées, etc. Donc, mon idée initiale, c'était de refaire les expériences de Pasteur. Donc, j'ai passé un temps conséquent à analyser tout ça. Et ben, j'ai rien trouvé d'intéressant. En fait, Pasteur, c'est ça le fin mot de l'histoire, c'est qu'il n'y a aucun détail qui permettent à quelqu'un, voilà, je suis un peu chimiste, donc aucun détail pertinent qui permet donc de savoir réaliser. Donc je continue à travailler sur ces synthèses d'acide asymétrique, mais pour l'instant ça n'a pas donné grand-chose. Voilà, merci.